Très bien. Bon, il est 16h05, je vous propose de commencer. N'hésitez pas, pendant la présentation, vous pouvez poser des questions dans le chat. Il y aura aussi un temps d'échange. Donc, je me présente, Anna Fauché, je suis directrice et cofondatrice de l'association Let's Food. Donc, on a construit cette série de webinaires avec trois autres partenaires que je vous présente juste ensuite. Donc Let's Food, c'est une association loi 1901 créée en 2017 dont l'objectif est d'accompagner les territoires à co-construire des systèmes alimentaires durables et résilients. Donc on travaille à la fois en France et à l'étranger et on s'appuie beaucoup sur l'échange d'expériences et la coopération internationale, d'où l'idée de construire ce webinaire pour favoriser les échanges, notamment sur la zone Méditerranée. On a trois axes d'intervention, donc l'accompagnement des collectivités à construire des politiques alimentaires et aussi via la coopération internationale, la coopération décentralisée. Le recensement d'initiatives, donc on a une plateforme qui s'appelle Let's Food Ideas, où l'idée c'est de recenser des bonnes pratiques sur les questions agricoles et alimentaires. On fait également des publications pour mettre à l'agenda certains sujets, sur les cantines scolaires notamment, en s'appuyant sur des expériences qui sont menées en France et à l'étranger, encore une fois, qui sont inspirantes. Et notre troisième axe, c'est la formation et le renforcement de capacités, de compétences. Donc, on intervient auprès des universités, des élus locaux et on construit des modules de formation en ligne. Rapidement, notre équipe, donc on est aujourd'hui cinq. Louison Lançon, avec qui on a cofondé l'association, Camille, Anaëlle et Lana, qui présentera une petite introduction sur les enjeux sur lesquels nous allons discuter ensemble aujourd'hui. On a également un bureau, un conseil d'administration et, euh, et, euh, un président et un trésorier. Lana, si tu peux aller un tout petit peu moins vite. Et des bénévoles sur lesquels on compte beaucoup pour notre travail. Tu peux passer la slide suivante, merci. Alors, nos partenaires avec qui on a construit ces webinaires, donc à la fois le choix des intervenants, le choix des sujets, la chaire UNESCO Alimentation du Monde, donc j'ai vu que Damien Conarès s'était connecté. Euh, L'association NID, qui travaille particulièrement sur la Méditerranée, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment ce qu'on a présenté sur le premier webinaire, les enjeux de coopération décentralisée, donc des sources de financement pour monter des projets entre territoires français et territoires étrangers. Une petite slide sur les interprètes. Donc, on remercie Claudia Béchara et Sophie Baclen qui vont réaliser l'interprétation aujourd'hui. Rapidement, en termes de méthodologie, donc pour accéder à l'interprétation, cliquez sur la barre Zoom avant de sélectionner votre langue de préférence et donc sur le globe, l'interprétation. And so to access to the interpretation, click on the Zoom bar before selecting your preferred language. Voilà, et il y aura une présentation en anglais, donc vous en aurez besoin pour écouter la version française aussi. Rapidement, les objectifs que nous, on se fixe, notamment sur les territoires méditerranéens, donc accélérer la transition alimentaire agricole sur cette zone. Donc, on a fait plusieurs projets, et notamment un projet avec la FAO, où on a travaillé sur plusieurs villes en Méditerranée sur leur diagnostic du système alimentaire et faire des recommandations sur comment mettre en place une politique alimentaire territoriale. L'objectif aussi, c'est de soutenir les acteurs locaux engagés, donc là, de favoriser l'échange d'expériences et peut-être des coopérations entre acteurs. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter, à prendre des contacts si vous avez envie de monter des projets de coopération. Faire échanger les acteurs, partager les bonnes expériences, créer des partenariats et identifier des financeurs. Donc, dans la mesure du possible, on essaie d'avoir des financeurs dans nos webinaires. Donc là, on n'a pas réussi. Mais si vous avez besoin de contacts pour des financeurs en Méditerranée, on a fait un recensement dans le cadre du projet de la FAO. On sera ravis de vous les diffuser. Rapidement, c'est un programme de 6 webinaires, donc qui est pas cofinancé, qui est financé en fonds propres. Enfin, c'est sur notre temps qu'on fait ce projet. Le premier, c'était se former aux enjeux alimentaires. Le deuxième, sur la sensibilisation des enfants et une alimentation durable.
le troisième sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, vous pouvez retrouver ces 3 webinaires sur notre chaîne YouTube de Let's Food. Et on est sur le quatrième webinaire, produire une alimentation locale de qualité. Il y en aura 2 autres sur les opportunités de marché pour les producteurs locaux le 17 avril et la lutte contre la précarité alimentaire le 15 mai prochain. Rapidement, pour partir sur de même base, on a l'habitude de présenter quelques définitions qui nous tiennent à cœur, ou en tout cas sur lesquelles nous, on travaille pour démarrer. Un système alimentaire local, l'idée, c'est bien d'avoir une approche systémique, donc de travailler de la protection des terres agricoles jusqu'à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec l'intégration d'une nouvelle gouvernance alimentaire locale. Donc, protéger les terres agricoles, soutenir l'emploi agricole, mais pas n'importe lequel, donc des fermes extensives, diversifiées, autonomes et avec des pratiques en agroécologie. Donc, on va pouvoir rentrer dans le détail de ce sujet aujourd'hui. Développer les circuits courts et de proximité, donc réadapter la production de la consommation locale et accompagner ce qu'on appelle, nous, des intermédiaires conscients, donc qui permettent de rémunérer les producteurs tout en proposant des prix accessibles aux consommateurs. Accompagner les changements de pratiques alimentaires, donc bien sûr développer l'offre, mais aussi la demande en face. Lutter contre le gaspillage alimentaire, donc réduire les gaspillages, les pertes et valoriser les biodéchets pour notamment amender les terres et construire une nouvelle gouvernance. Donc, c'est bien restaurer la confiance et permettre la participation de tous à la construction de cette politique publique. Autre définition sur laquelle on s'appuie, c'est celle d'un système alimentaire durable. Donc là, vous y retrouvez les piliers du développement durable, donc protéger l'environnement, la biodiversité sans épuiser les ressources, permettre l'accès pour tous, donc ça, c'est les notions de sécurité alimentaire, à une nourriture suffisante, saine, nutritive et culturellement acceptable, qui s'appuie sur un système économique inclusif, donc qui favorise la création d'emplois, et là aussi, je pense qu'on va en parler aujourd'hui, réduisant les inégalités de pouvoir entre entreprises et au sein de la chaîne de valeur, favoriser la cohésion sociale, le respect de la diversité, la dynamique des cultures et restaurer la confiance dans le système. Donc, c'est une définition de Nicolas Bricas à partir des définitions proposées par la FAO et Biodiversity International, IPES Food, qui est donc ce cercle d'experts sur les enjeux agricoles et alimentaires internationaux, experts internationaux. Et je vais laisser la parole à Lana, donc, qui est chargée de mission chez Let's Food. Donc, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de prendre le relais pour commencer d'abord par définir, encore une fois, quelques termes relatifs à notre sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une alimentation locale et de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire local, mais aussi que veut dire qualité? Donc, pour commencer, il n'y a pas de réponse forcément unique pour le terme local. Ça va dépendre des territoires, ça va dépendre des capacités à produire, mais aussi des coopérations territoriales en place. Il faut se poser donc différentes questions sur différentes échelles, que ce soit un niveau d'impact socio-économique ou environnemental, des circuits courts comparés aux circuits longs pour avoir une réelle idée et notion de la localité alimentaire du territoire. Ensuite, pour la notion de qualité, nous nous sommes basés en fait sur la définition de l'ADEME, de l'agriculture durable. Plus précisément, une agriculture durable est respectueuse des écosystèmes, des êtres vivants. Elle est aussi adepte de pratiques permettant l'utilisation intégrée et raisonnée des ressources et mécanismes naturels comme l'agroécologie. Une agriculture durable va donc être source de bénéfices pour l'ensemble du territoire et ses habitants. Grâce à ces définitions, nous allons maintenant essayer de les appliquer au territoire méditerranéen. Donc, qu'est-ce que produire une alimentation durable et de qualité en Méditerranée? Et pour commencer, il faudrait essayer de mentionner les différentes agricultures méditerranéennes. C'est-à-dire que sur la région, il va coexister différents systèmes agricoles aux pratiques très diversifiées, que ce soit de la très petite échelle à l'échelle industrielle. Cette polyculture, qui faisait l'histoire de la région, a été remplacée progressivement ces 50 dernières années par des monocultures intensives. De ce fait, nous avons vraiment un paysage, un panorama très complexe en termes de système agricole dans la région. Et le secteur restant un employeur très très important, car nous pouvons dénombrer 17 millions d'exploitations agricoles. Toutefois, malgré ce grand nombre d'exploitations agricoles, il y a aussi malgré tout une chute des populations que nous pouvons constater déjà au nord,
parce que nous avons eu 65% pardon, de réduction en 30 ans, mais aussi sur la carte que je vais vous commenter juste à côté, au niveau des pays au sud et à l'est de la Méditerranée. Donc, comme nous pouvons voir sur cette carte, la Méditerranée regorge de systèmes agricoles différents et de cultures différentes. Nous avons de la céréaliculture, de l'oléiculture, de la viticulture et j'en passe. Et de ce fait, nous pouvons retrouver énormément de systèmes différents. Toutefois, ces systèmes vont être confrontés à différents défis. D'abord, le défi du stress hydrique. Alors là, comme vous le savez sûrement, c'est une région qui est très vulnérable au réchauffement climatique. C'est comme, nous pourrions le dire, un petit laboratoire pour être un petit peu témoin des impacts du réchauffement climatique sur une zone du monde. La Méditerranée est donc affectée par le stress hydrique, parmi d'autres éléments, et 80% de l'eau est utilisée pour l'agriculture dans les pays au sud et à l'est de la Méditerranée, contre une moyenne internationale de 70%. Ce sont environ 26 pardon, millions d'hectares de terres agricoles qui sont irriguées et jusqu'à 80% des ressources hydriques sont utilisées dans certaines zones pour l'irrigation seulement. En plus de cette exploitation assez intensive et variée des ressources hydriques, les ressources sont très limitées et très inégalement réparties. Comme nous pouvons le voir aussi sur cette deuxième carte, nous avons 13% des ressources totales hydriques qui se retrouvent sur la rive sud et tout le reste pour la rive nord. Ce sont donc des solutions différentes, des défis différents auxquels vont se confronter les pays, mais surtout des environnements différents. Comme nous pouvons le constater sur la carte, nous avons différentes zones qui sont déjà impactées et touchées par la désertification sévère, notamment en Turquie, mais aussi en Afrique du Nord. Et nous avons aussi une deuxième information qui est l'exploitation inégale des ressources hydriques. Donc nous avons des pays comme l'Égypte, la Libye, qui vont avoir, ou même l'Espagne, qui vont avoir une exploitation beaucoup plus intensive de leurs ressources hydriques, contrairement à l'Italie et l'Albanie, qui arrivent à avoir une exploitation un peu plus mitigée. De ce fait, nous essayons de mettre cela en avant pour montrer la diversité des problèmes, des défis, mais aussi des environnements qui vont donc impliquer différentes solutions selon les territoires concernés. Toutefois, le stress hydrique n'est pas le seul défi et enjeu auquel se confronte la région. Nous avons aussi, on va dire, le défi foncier et le défi des côtes. C'est-à-dire que depuis 1961, ce sont environ 8,3 millions d'hectares de terres arables qui ont été perdus sous l'effet de l'urbanisation et de la dégradation des terres. 40% des côtes sont désormais des zones bâties et 2 tiers des Méditerranéens vivent dans des zones urbaines. Comme vous pouvez aussi le voir sur cette carte qui va mettre en avant en fait la densité de la population en fonction de leur localisation. Et comme nous pouvons très bien le constater, les zones sont des zones de pression anthropique très forte. Pourquoi les villes, pourquoi les côtes? Évidemment, c'est parce que le secteur touristique a encouragé et participé au développement de l'urbanisation côtière, c'est-à-dire que la région annuellement va comment dire, accueillir 27% du tourisme mondial. C'est environ 360 millions de personnes, ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie volonté, ou du moins une vraie dynamique allant dans ce sens, dans le sens de la côte, dans le sens du tourisme. Et c'est pour ça que nous pouvons retrouver plus de poches de pauvreté dans les zones rurales. Et en général, les personnes dans ces zones rurales vont avoir moins accès à des opportunités de travail et donc vivre sous le seuil de pauvreté. Notamment, plus de 50% des habitants dans les PSEM habitent en zone rurale et pourtant 10 à 30% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 2 à 10% pour les citadins. Ça ne veut pas dire que les citadins ont la vie parfaite, mais c'est vrai qu'en termes d'opportunités d'emploi, il est plus facile, du moins, de trouver de l'emploi en ville et sur les côtes, ce qui rajoute plus de pression et évidemment, que ce soit au niveau des ressources naturelles ou simplement au niveau du marché du travail. Après avoir énoncé quelques défis, j'aimerais revenir donc au final sur les enjeux autour de la production d'une alimentation locale et de qualité en Méditerranée. Donc, comme nous avons pu le voir, nous avons beaucoup de personnes, moins de ressources, moins de place. Il va donc falloir commencer par produire plus avec moins de ressources naturelles, de main-d'œuvre et de surface agricole adaptée pour répondre à une augmentation qui, elle, ne va faire qu'augmenter. Car en effet, d'ici 2050, ce sont à peu près 600 à 700 millions de personnes qui vont vivre dans la région, dont 50% sur les côtes. Ensuite, le deuxième grand enjeu est de conserver une résilience alimentaire et de créer une économie locale dynamique qui va permettre de réduire les interdépendances des territoires, mais surtout leur vulnérabilité. Comme on a pu le voir pendant le Covid, il a été, ou même avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, certains pays méditerranéens sont très vulnérables aux chocs externes et internationaux et il est donc essentiel de recréer une économie locale, diversifiée et vive qui permette de supporter cela.
Avant de terminer sur le dernier enjeu, qui est le fait de développer des mesures d'atténuation, comme nous l'avons cité, le réchauffement climatique est très important, enfin son impact est très important dans la région, et de ce fait, il est essentiel de développer des mesures d'atténuation. Comme nous l'avons précisé sur la deuxième carte, la désertification sévère touche déjà énormément de pays, 30% des zones semi-arides pour être précise, mais aussi il y a évidemment des pertes de production, que ce soit céréalières qui ont déjà lieu, 40% en Syrie et en Jordanie, ou même animales aux alentours de 35% au Maroc et en Tunisie. Alors, évidemment, malgré des défis, malgré des enjeux, il va exister aussi des solutions. Je ne vais pas forcément énoncer tout mon listing, car nous avons en plus l'opportunité d'avoir trois porteurs de projets très intéressants juste après. Donc, je pense qu'en termes de solutions, nous avons un panorama intéressant pour notre webinaire, mais je vais en mentionner juste une. Donc, nous avons par exemple des solutions techniques comme le projet Plante ta ferme, porté par l'Association nationale de permaculture tunisienne, qui aspirait à développer des micro-fermes, 50 micro-fermes sur quatre territoires tunisiens, donc de développer des espaces où il va y avoir de la production durable, mais aussi des activités de sensibilisation et tournées vers les citoyens. Des solutions plus organisationnelles, comme les 27 biodistricts répandus en Italie par l'Agence italienne d'agriculture biologique, qui en fait crée des écosystèmes au niveau de districts ou de communes, où différents acteurs, que ce soit des acteurs liés à l'agriculture, au tourisme ou même simplement des citoyens, vont se mettre d'accord pour travailler, développer ensemble des solutions durables tournées vers une alimentation biologique et dans le respect des piliers de l'agroécologie aussi. Avant de terminer sur des solutions politiques portées par exemple par le gouvernement égyptien et ses méga projets, le méga projet du delta du Nil notamment, duquel découle le projet Egypt's Future Project for Agricultural Production, inauguré en 2022, dont l'objectif est en fait de maximiser les opportunités de production, de développer évidemment des opportunités d'emploi pour les personnes dans la zone du delta côté occidental et peut-être, si possible, mais ça, ce n'était pas non plus la priorité du projet, de développer des opportunités d'exportation. Parce que, comme vous le savez très bien, l'Égypte est très vulnérable, comme nous le citions précédemment, au choc extérieur et très dépendante aussi en termes de céréales. Et donc, l'idée, en fait, de recréer un deuxième delta pour permettre au pays d'avoir plus d'opportunités locales. Donc, je vais juste terminer par un peu un projet de Let's Food, la production locale de qualité en Méditerranée. Donc, c'est un projet que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site web letsfood.fr et dans lequel, en fait, nous avons accompagné une province dans la réalisation d'une étude d'opportunité sur les filières afin de renforcer la place de l'agroécologie. Donc, si jamais vous souhaitez avoir accès à cette étude, n'hésitez pas à nous le dire et nous ferons un plaisir de vous la transmettre. C'est bon pour l'introduction de mon côté. Oui, c'était aussi pour présenter un projet de coopération entre un département français et une province marocaine. Donc, ça peut être un exemple si jamais vos territoires en France ont envie de travailler avec des territoires méditerranéens. On va faire une toute petite pause de 3 minutes pour laisser souffler les interprètes après ce rush. On se retrouve dans 3 minutes. On va reprendre. Le webinaire sera en replay et si jamais vous voulez des informations complémentaires, là on essaie de tenir jusqu'à 17h30. Si vous voulez aller plus loin, on peut prendre le temps de discuter ensemble. On continue, s'il te plaît, Anna. Je vais présenter nos intervenants. Au dernier webinaire, le mois dernier, on était allé à Barcelone, Milan, Montpellier, Tirana, en Albanie. Cette fois-ci, on a la chance d'accueillir des intervenants de Turquie, de Tunisie et français. Monsieur Ali Selim Alpassam de la municipalité d'Izmir, donc une ville tout à l'ouest de la Turquie, qui va nous présenter la stratégie agricole de la ville. Monsieur Lionel Azin, donc cofondateur des Résilients, qui donc accompagne les agriculteurs vers des pratiques agroécologiques et autres activités dont il nous parlera également. Et Madame Rim Matouti, donc de l'association tunisienne de permaculture, qu'on remercie. On est très content de vous avoir tous les trois. Rim, on s'était rencontrés également dans le cadre du projet Let's Food Cities, qui est le projet qui a démarré notre association Let's Food. Donc on est ravis de pouvoir vous accueillir tous les trois aujourd'hui et on va vous laisser la parole
tout de suite avec l'idée que vous nous présentiez un petit peu ce que vous avez fait, dans quel contexte vous avez démarré votre projet, euh, comment vous êtes allé sur l'accompagnement vers des pratiques durables. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur la consommation de produits durables? Et puis à tous les participants, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat et on les prendra ensuite pendant le temps d'échange. Et donc, Monsieur Alim Selim Al-Paslan. Donc, c'est une intervention en anglais, donc je vous propose d'aller sur l'interprétation en français si vous souhaitez écouter, ou en arabe, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, vous avez prononcé correctement mon nom. Voilà. Donc, je travaille au service agriculture de la métropole d'Izmir. Je suis ingénieur agronome et ça fait presque 20 ans que je travaille dans l'agriculture. Avant, j'ai travaillé dans le privé et depuis 8 ans, je travaille à la métropole. Voilà. Donc, Izmir est vraiment sur la côte ouest de la Turquie. C'est une zone assez agricole. Il y a beaucoup de cultures et c'est vrai que le développement rural est assez satisfaisant. Il y a 85 millions d'habitants en Turquie et plus de 4 millions vivent à Izmir. Donc, le total des terres agricoles est de 343 000 hectares. Les 20 dernières années, en Turquie, nous avons perdu presque 5 millions d'hectares de terres agricoles. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et les agriculteurs qui se sont inscrits à la Chambre de commerce d'Izmir sont 142 000. Donc ici, c'est les statistiques qui concernent la région d'Izmir. Donc il y a de nombreuses terres agricoles qui se répartissent en fruits et légumes. Il y a aussi des vergers, donc, et aussi du maïs, des pommes de terre, du coton. Alors, les terres agricoles d'Izmir sont assez variées, mais la production agricole d'Izmir occupe la quatrième place au niveau du pays. Donc, nos productions sont assez bonnes. Depuis 2014, la métropole accorde des subventions aux agriculteurs et crée aussi des aides de coopération avec la Chambre de l'agriculture. Donc, on a de nombreux projets en cours, des subventions pour les ovins et les caprins, pour les bovins. On fournit des caisses à olives et des boîtes spéciales qui permettent de faire sécher les figues. Bien sûr, on a aussi un soutien en cas de catastrophe naturelle. Alors, on a mis en place une politique de soutien mutuel. L'idée est de soutenir tout au long de la chaîne de production.
on aide les producteurs d'huile d'olive. Voilà, on a beaucoup de producteurs d'olives qui n'ont pas les moyens de les mettre en bouteille eux-mêmes. Et c'est là qu'on intervient. On les fait rejoindre des coopératives qui permettent de mettre leurs moyens en commun et de pouvoir créer leur propre marque locale, de la vendre sous une même bouteille. Donc ça, c'est la première étape. On achète, nous, la municipalité, directement des coopératives. Et on fait en sorte que de nombreux magasins proposent les produits issus des coopératives. Alors, on essaye de mesurer et d'analyser les impacts. Ça fait partie de mon doctorat, en fait. J'ai travaillé sur ce sujet. Donc, il y a des liens entre les différents projets, que ce soit des impacts, bien sûr, économiques, écologiques et sociaux. Et on essaye de les analyser pour voir comment ils interagissent et trouver les meilleures solutions. Et si vous voyez des photos des points de vente et aussi du marché local de producteurs. Alors là, on passe à un projet. C'est une nouveauté qui fait partie du cadre Horizon 2020, des projets basés sur la nature. Sur 15 000 mètres carrés, nous avons prévu de construire un lieu pour informer les citoyens au sujet de la sécheresse et de leur expliquer quelles sont les meilleures méthodes et les bonnes pratiques en agriculture. Donc, comme je l'ai dit, voilà à quoi est censé représenter notre projet à terme, 15 700 mètres carrés. Il y a... Alors ça, c'est la vue depuis le ciel avec les différentes subdivisions. Alors, vous voyez, l'espace est séparé en des zones couvertes, des espaces aussi à ciel ouvert. Et il y a un espace pour les coopératives où elles vont pouvoir définir des marques et prévoir l'exportation. Il y a un laboratoire, une, trois serres différentes, une qui explore les problèmes de sécheresse, une serre hydroponique et un jardin vertical. En ce qui concerne les espaces à ciel ouvert, on a un écomarché, des zones d'agriculture ouverte et une zone où on applique les connaissances avec un sol normal, un autre avec un le biochar, donc c'est le charbon à usage agricole, et puis des zones de plantation surélevées. On veut vous montrer aux citoyens comment les choses évoluent. C'est à ça que sert cet espace, comment on combat l'eau salée, les puits de carbone, la sécheresse et les solutions pour réutiliser l'eau et la stocker. On a prévu de faire des aires de jeu naturelles aussi pour les enfants. On souhaite accueillir des publics scolaires notamment. On veut aussi montrer comment on soutient le cycle écologique. Il y aura aussi un marché bio en bas à droite et sur l'utilisation des rivières.
Alors là, on voit qu'il va y avoir des données climatiques. On va faire en sorte que la végétation serve à climatiser naturellement la zone. Il y aura des fossés qui vont servir à nettoyer les eaux usées. Donc, on veut vraiment que toute la structure soutienne l'agriculture naturelle, les pollinisateurs, sous forme d'une architecture circulaire et que les insectes se sentent les bienvenus aussi. Alors, ici, vous voyez qu'il y a deux sortes de parcours de circulation. En rouge, le bio-boulevard qui va s'occuper des plantes qui résistent à l'eau, des oiseaux et des insectes de la région. Et puis la zone grise, le parcours gris, euh, ça va être les fossés qui entourent toutes les zones. Et donc l'idée, c'est que l'eau absorbée par les plantes revienne dans les sols et puis qu'elle retourne dans des bassins de stockage, d'infiltration. Alors, on a prévu aussi de faire de la plantation en hauteur sur sillon. C'est spécifique aux sols lourds, salés et aux eaux souterraines également. Donc, il se peut que du sel s'accumule dans les sols et donc on va montrer comment faire pour gérer cela et continuer à pouvoir produire malgré tout. Donc, ça fait des années qu'on a commencé à analyser la région, environ un siècle même. Alors, il y a trois niveaux d'utilisation de cette zone académique. Il y a aussi le niveau du gouvernement local. Et donc, tous ces intervenants communiquent entre eux pour essayer de faire avancer les projets. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On va retourner sur notre présentation. Thank you very much. Bon, bah, on va donner directement la parole à Monsieur Hazin pour nous présenter son initiative. Ok, bonjour à tous. Je ne sais pas si le son est bon, vous m'entendez bien? Ouais, on s'entend très Ok. bien. Merci. Donc, merci de nous avoir invités à partager notre projet. Donc, je suis Lionel Azin, je suis membre cofondateur de l'association Les Résilients. Donc, nous nous trouvons dans le sud-est de la France, dans le Var, donc, au Luc-en-Provence. C'est une association de loi 1901. Donc, avec moi, il y a trois autres personnes avec qui nous avons fondé cette association. Donc, c'est Guillaume Boger, qui est ingénieur agronome, qui est aussi conseiller municipal. Séverine Cachot, qui est présidente d'Imatera. Et ensuite, Stéphane Renning, qui est le responsable vignoble de la coopérative Estandon. Donc, cette association, en fait, je vais vous donner un petit peu la problématique à laquelle on était confronté. C'était d'avoir une production agricole dans le futur de qualité en quantité et qui soit adaptée au changement climatique et notamment à se passer de l'eau. Parce que en prenant un peu de hauteur, bon, ben, comme ça a été dit un petit peu en présentation, on a bien vu qu'il y avait une rupture des grands cycles. Si on se prend à l'échelle d'un territoire ou même à l'échelle d'un pays ou même de la planète, hein, plus largement, la rupture des grands cycles, les cycles de l'eau, les cycles du carbone, du phosphore, les cycles du vivant, la biodiversité.
Et l'idée, ben, c'était aussi de se dire quelle était la place de l'homme dans tout ça et comment respecter ces grands cycles, les comprendre et avoir une action qui allait les améliorer. Donc, ce qui nous a semblé le plus important, ben, c'était les principes de l'agroécologie qui nous ont tout d'abord attirés, euh, avec ben, les trois piliers essentiels de l'agroécologie. Donc, au niveau social, donc ça a été dit aussi en introduction, je vais y passer vite fait. Donc, cultiver la solidarité et la responsabilité sociale dans une démarche éthique, la souveraineté alimentaire, des agricultures paysannes et un partage horizontal des richesses. Un pilier économique serait approprié une économie inclusive au service du bien commun, des économies sociales et solidaires, des fermes vivables et viables et des filières justes et transparentes. Ça, c'est les deux principes les plus importants, mais nous sommes attachés aussi au pilier écologique, qui est vraiment le pilier vers lequel on va avoir une action plus technique et plus concrète pour les agriculteurs. Donc, c'est le pilier écologique. Donc là, on peut retenir cinq grands principes que nous essayons de développer. Donc au niveau agricole, alors nous sommes dans le Var, c'est essentiellement des productions viticoles, hein, mais un petit peu de maraîchage aussi. Et donc les principes sont les mêmes pour toutes les agricultures, peu importe la culture, peu importe le pays dans lequel on se trouve, je dirais aussi. Donc un des premiers principes, c'est d'avoir des sols couverts toujours et non travaillés. Ça permet une organisation verticale des sols, une infiltration de l'eau, donc quand il pleut, une remontée de l'eau en période de sécheresse, un stockage et une production de carbone sur site, et aussi une baisse de l'érosion. Et donc, qui dit érosion, ben, on évite de perdre le capital sol. Le deuxième grand principe, donc, c'est l'agroforesterie. Donc, l'arbre est le grand bioclimatiseur du milieu. Il développe la biodiversité, la vie dans le sol par son champ mycorhizien, par son carbone, son stockage de carbone. C'est un arbre, on peut avoir des productions aussi complémentaires de la culture principale. Il peut produire des fruits, du bois d'œuvre, du bois de chauffage. Il peut produire du fourrage. Euh, Troisième grand principe de l'agroécologie, donc la gestion de l'eau. Donc là, nous travaillons en hydrologie régénérative. On parle aussi de keyline. Donc avec l'idée, c'est dès qu'on a une pluie, c'est de stocker cette eau sur la parcelle et d'avoir une redistribution plus lente et plus diffuse via un réseau de mini-mares, de noues, afin d'hydrater le milieu plus longtemps. Et aussi, ça, on va développer aussi bien sûr la biodiversité puisqu'on va avoir des endroits où la faune et la flore vont se développer. Quatrième principe, donc c'est la conduite et la sélection d'un matériel végétal et animal plus adapté. Donc, on va avoir dans la conduite du matériel végétal, notamment chez nous, par exemple, sur la conduite de la vigne, on va avoir des nouvelles techniques de taille physiologique qui vont permettre une meilleure mise en réserve dans les tissus de la plante pour avoir une résilience face aux chocs climatiques extrêmes. Donc, ça va être aussi par le choix de nouvelles variétés. Donc, ça, c'est pour la partie végétale. Et puis, bien entendu, pour la partie animale, ben, des nouvelles races plus adaptées. Cinquième grand principe, remettre de l'animal dans le végétal. On se rend compte, pareil, ça a été dit en introduction, on tend vers des systèmes de monoculture. Donc, c'est remettre un petit peu de diversification au sein des exploitations pour enrichir le milieu, enrichir l'animal dans le végétal, ça a du sens au niveau entretien et fumure des sols. Donc, se tourner un petit peu vers une production plus diversifiée. Voilà, globalement, un petit peu les grands principes auxquels nous avons adhéré et avec lesquels nous avons souhaité mettre en place nos actions. Donc aujourd'hui, l'association Les Résilients, c'est une quarantaine d'adhérents. C'est à peu près 500 hectares de culture, donc du maraîchage, de la viticulture, un petit peu d'élevage. Et donc avec l'idée d'avoir un projet de résilience économique locale grâce à l'agroécologie.
Alors, comment mettre en place tout ça? Je vais un petit peu vous décrire les actions que nous avons mises en place. L'idée première, c'était de trouver un groupe d'agriculteurs euh, pour que ce groupe d'agriculteurs d'un territoire passe à l'action. L'idée, c'est qu'ils soient acteurs de ce changement. Donc, ça s'est fait en 3 étapes. La première étape a été de fédérer, convaincre et motiver ce groupe d'agriculteurs, de le trouver, de le sensibiliser pour avoir un enjeu commun et autour de ces problématiques, de ces enjeux et de ces objectifs à atteindre. Donc, ça s'est traduit par des réunions, par des échanges, par des débats. Et petit à petit, un petit noyau s'est formé. Deuxième étape de ces actions, pour la mise en œuvre de ces actions, ça a été la formation. Donc, c'est un des piliers aussi de notre association, c'est de former les acteurs au changement. Donc, un petit peu le format, ça a été de s'entourer d'experts et de proposer des formations courtes de 2 à 3 jours maximum, où on allait venir traiter ces différents principes de l'agroécologie. Donc, nous avons travaillé donc en agroforesterie avec Arbre et Paysage 32 avec Alain Canet. Nous avons sur les sols couverts, donc c'est Stéphane Renning, notre président d'association qui se charge d'animer ces formations. Nous travaillons aussi en hydrologie régénérative avec Simon Ricard de Permalab. Sur la taille physiologique, nous travaillons avec Architecte du Vivant, avec Marceau Brodarias. Et ensuite, nous travaillons sur la production de fertilisation, d'autofertilité des systèmes agricoles avec Mylène Souvigné sur la production de lactofermenté. Voilà. Et l'objectif de ce groupe-là, c'est d'atteindre en 2027 à peu près 800 hectares qui soient conduites un petit peu dans ces techniques-là. Là, notre association est toute jeune, puisqu'elle a 2 ans. Et sur les 2 années, nous avons planté à peu près 11 000 arbres sur les différentes exploitations. Donc, et nous avons aussi commencé à travailler sur les couverts végétaux en viticulture. Et les objectifs sont assez ambitieux, mais par le collectif et par la co-construction de ce projet, je dirais qu'il y a une très bonne dynamique et que les objectifs sont faciles à atteindre. La troisième étape de nos actions, donc on a fédéré les agriculteurs, on les a formés, et là on est dans le passage à l'acte avec la facilitation d'émergence de projets et d'actions. Donc pour cela, via Imatera, nous avons pu répondre à des appels à projets et chercher des financeurs pour mener à bien ces actions, puisque bien sûr, sans argent, c'est plus difficile de passer à l'action. Donc nous sommes soutenus aujourd'hui par la région, par l'ADEME, par la Fondation Crédit Agricole, par l'Association des enfants et des arbres, la Fondation Yves Rocher. Et tous ces financeurs nous ont aidés à mettre en place à peu près 11 actions. Je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'on n'aura pas le temps, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, nous avons mis en place, donc pour la production de couverts végétaux, une bourse de semences, c'est-à-dire qu'il y a certains agriculteurs qui vont produire des semences spécifiques pour des couverts végétaux, donc en viticulture. Donc, l'idée, c'est qu'ils produisent, que ces semences spécifiques soient mises en place, soient produites localement, et ensuite elles soient achetées par les différents producteurs. Donc, c'est de la semence un peu fermière. Ensuite, nous avons mis aussi dans la boucle, nous avons une action de produire localement des plants agroforestiers, parce que des plants agroforestiers, c'est un petit peu assez particulier à produire. Donc, nous avons contacté différents pépiniéristes locaux et nous avons défini un cahier des charges. Et avec eux, nous avons commencé à passer des commandes. Aujourd'hui, sur les premiers projets en 2024, à peu près 20% des plantations ont été réalisées avec des plants locaux. Donc l'idée, c'est que à terme, c'est de créer une filière de production de plants agroforestiers. Parce que bon, on est convaincu que l'agroforesterie, c'est l'avenir pour les systèmes agricoles. Et si demain, chaque hectare, on plante 300 arbres à l'hectare, ben, on va avoir du mal à fournir tout le monde et donc le changement sera difficile. Ensuite, nous avons formé les agriculteurs dans un temps
dans ce troisième temps, c'est de les accompagner au niveau technique et financier dans la réalisation de projets. Donc ça s'est traduit pour faire venir des experts, chercher des financements pour monter, pour faire le design des projets, pour trouver avoir des financements sur les plans d'arbres. Voilà un petit peu sur ce projet-là. Ensuite, nous avons aussi mis en place un voyage d'études qui s'est fait au Maroc, qui a été terminé, qui s'est terminé il y a la semaine dernière. Et donc, l'idée était de trouver un partage de problématiques et d'essayer de trouver des solutions. Voilà, de ces actions que nous avons mis en place, nous avons quelques constats à faire. C'est qu'au départ, on avait des productions agricoles, on travaillait sur le réchauffement climatique et on s'est retrouvé avec des agro-écosystèmes auto-fertiles qui respectent les grands cycles, avec une diversité de productions qui s'enrichissent les unes aux autres. Moins d'intrants chimiques, de produits phytosanitaires, une production locale et amélioration de la qualité de l'eau et de l'air. Une autosuffisance du territoire et un affranchissement d'apports externes, notamment sur la fertilisation, où nous avons atteint la résilience. Le deuxième constat, c'est que ça nous a apporté à avoir un autre regard sur notre territoire, très holistique, où tout ne doit pas reposer sur les épaules des agriculteurs. Chacun doit faire sa part pour inverser la tendance. Et donc les élus, les municipalités, les artisans, les commerçants, les écoles et les citoyens. C'est pour ça que nous avons aussi sollicité tous ces acteurs-là à passer à l'action et à planter des arbres sur leur terrain ou dans leur cours. Le troisième constat, c'est que nous essayons aujourd'hui de prototyper un modèle économique agricole contributif et régénératif où la rémunération des services rendus par l'agriculteur à la société serait valorisée. Donc ça, c'est un gros projet que nous avons et que nous essayons de mener pour les prochaines années. Voilà, pour conclure, en fait, nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les solutions pour notre territoire. Mais en fait, chaque territoire a ses propres enjeux, ses propres problèmes, ses propres contraintes, ses envies. Par contre, je pense que la méthode reste la même. C'est co-construire ensemble le monde de demain où chacun est à sa place et fait sa part. Je pense que c'est ça le plus important et ce qui pourrait peut-être vous inspirer pour vos territoires. Et que aussi que tous ensemble, je pense que nous pouvons nous amener les uns les autres des bonnes choses pour faire progresser mutuellement nos territoires respectifs. Voilà en quelques mots, et s'il y a des questions à la fin du webinaire, je serai ravi d'y répondre. Euh, Merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, donc Monsieur Hazin, il va devoir partir à 17h15, donc je vais peut-être prendre la première question qui a été posée et on pourra éventuellement en prendre d'autres où il répondra par écrit avant de partir. Euh, Si la viticulture est un secteur principal du système agricole dans le sud français, quel est son rôle dans le système alimentaire, en particulier pour la sécurité alimentaire? Mhm. L'idée, c'est aussi, on passe pas de la viticulture à une agriculture de maraîchage. Donc aussi, avoir une diversité dans les systèmes viticoles, ça peut être aussi une solution de transition qui peut être qui va mettre quelques années peut-être. Mais aujourd'hui, c'est sûr que la viticulture n'est pas un maillon essentiel à la souveraineté alimentaire du territoire, c'est clair. Ok, je prendrai une question supplémentaire. J'en prends une autre là, il peut y en avoir une dernière et après on laissera la parole à Rim. Quels sont les enseignements principaux que vous avez pu tirer de ce voyage au Maroc? Mhm. Les enseignements principaux, il n'y a pas vraiment eu de solution. C'était plus une prise de conscience que les prochains sur la liste, c'était peut-être nous. Et que donc du coup, une prise de conscience, une mobilisation et une envie de passer à l'action, je dirais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Très bien. Bon, ben, pour la suite, peut-être que si vous devez partir, vous pouvez répondre à l'écrit par la suite. Ok. Merci beaucoup en tout cas Merci. pour votre présentation. Il y a le contact aussi pour aller plus loin si vous souhaitez contacter Lionel. On va laisser la parole à Rim.
présidente de l'association tunisienne de permaculture, qui va nous présenter l'association et ses activités. Bonjour. C'est super d'arriver en dernier parce que j'ai pu profiter des deux autres présentations et de voir que on a beaucoup, beaucoup de points communs. Donc moi, je suis à Tunis. Je préside encore quelques mois l'association tunisienne de permaculture qui existe depuis 2015 et qui aujourd'hui élargit. Au départ, c'était vraiment de la sensibilisation, de la formation. En 2015, personne n'avait entendu parler du mot permaculture. Et aujourd'hui, je dirais que tout le monde le met un peu à toutes les sauces. Donc ça, c'est le victime un peu du succès du mot, l'utilisation un peu euh, c'est un peu tout et n'importe quoi dans les terminologies, et c'est d'ailleurs pour les raisons pour lesquelles nous commençons toujours nos formations par une définition de l'agriculture, des différents termes, agroécologie, permaculture. Maintenant, on est en train de travailler sur l'agriculture syntropique également. Euh, L'agriculture conventionnelle, la certification bio, les labels, les systèmes participatifs de garantie. Voilà, donc cette association qui était au début vraiment composée uniquement de bénévoles, comme toutes les associations, a grossi. Et c'est vraiment une approche holistique des communautés humaines pour vivre en harmonie avec la nature et créer des systèmes résilients, une production alimentaire durable. On parle, et j'ai beaucoup aimé parce que Lionel a rattrapé en disant, en utilisant le mot souveraineté alimentaire au lieu de sécurité alimentaire. C'est vrai qu'on travaille, si j'ai bien compris, les résilients et nous, sur la souveraineté alimentaire et pas la sécurité alimentaire. Nous travaillons également sur les semences paysannes. C'est d'ailleurs le premier événement qui a été organisé par l'ATP, on dit plus facilement ATP que l'Association tunisienne de permaculture. C'était la fête des semences paysannes en 2015 avec très très peu d'agriculteurs. Il y avait 5 agriculteurs qui sont arrivés avec leurs petites graines pour échanger les semences paysannes. Et puis la dernière fête des semences, il y avait 2500 personnes. C'est devenu une grosse foire nationale avec des agriculteurs qui aujourd'hui s'autogèrent, créent des petites fêtes des semences dans les régions. Donc pour nous, c'est gagné, à tel point que nous n'organisons plus la fête des semences aujourd'hui depuis 2 ans. On laisse maintenant les agriculteurs se débrouiller. C'est exactement l'objectif, c'était d'initier des choses avec ou sans moyens, mais aussi laisser les agriculteurs prendre, enfin, se saisir de cette problématique qui est la leur avant tout. Euh, et c'est d'ailleurs les meilleurs représentants de l'agriculture et des semences paysannes qui, comme dans tous les pays, là, hein, nous avons un problème de législation. On peut passer la slide d'après, pardon, parce que moi je suis en train de parler. Et nous, quand on travaille sur la souveraineté alimentaire, on fait partie en fait d'un réseau, du réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire et du réseau africain, l'AFSA, l'Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire, qui est, qui est un réseau de réseaux, en fait, hein. Donc, nous, on fait partie de ce réseau parce que nous faisons partie du réseau CIEDA, qui est le réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire. Et ce sont des petits exploitants agricoles, des éleveurs, des chasseurs-cueilleurs, des peuples autochtones, des citoyens, des écologistes en Afrique, puisqu'il n'y a pas que des agriculteurs qui font partie, ou des associations qui travaillent avec les agriculteurs qui font partie de ce réseau. Il y a aussi des chercheurs, des anthropologues, des botanistes. Et c'est vraiment pour plaider le droit des communautés, l'agriculture familiale, la promotion de cette agriculture familiale, la promotion des connaissances traditionnelles. Et c'est vraiment, ça nous tient à cœur, les connaissances traditionnelles et les systèmes de connaissances. Bien sûr, toujours avec cet objectif de résilience et de consommation saine, consommation durable, avec bien sûr une production durable, euh, une production propre, on va dire, évidemment loin de tout intrant chimique. On peut aller sur la slide d'après. Alors, je vais même passer ça parce que c'est vrai que un petit peu le contexte tunisien, c'est bien sûr comme le reste du monde, une économie stagnante, moi j'irais même à la baisse en ce moment, un chômage qui a explosé après la pandémie, et puis surtout, et ce qui est pour nous, enfin, c'est un de nos objectifs, c'est de baisser cette dépendance à l'égard des importations, notamment le blé. Là, on est sur 60% officiellement de blé importé, donc on importe
du blé tendre, alors que nous consommons traditionnellement plutôt du blé dur. C'est pour ça que nous travaillons activement pour la multiplication des semences paysannes anciennes de blé dur, qui fonctionnent très bien. Nous sommes, comme tout le reste de la Méditerranée, aussi observateurs des changements climatiques. L'année dernière, en Tunisie, il y a eu très, très, très peu de pluie. On a des coupures d'eau depuis maintenant plus d'une année régulières, avec des décrets qui sont publiés pour interdire les agriculteurs, enfin interdire certaines plantations dans certaines régions, parce que justement, il n'y a plus du tout d'eau pour l'arrosage. Et pour nous, à l'ATP, cette problématique, puisqu'on fonctionne plutôt sous forme de solutions, on ne parle pas trop des problèmes, nous, on propose des solutions. On ne dit pas, ah là là, il y a une loi de semences, il y a la loi qui nous empêche de produire et d'échanger nos semences. On dit, bah tiens, voilà, pourquoi ne pas créer un système semencier paysan? Et nous créons un système semencier paysan, proposons des solutions. Ce système semencier paysan a été écrit, travaillé avec l'AFSA aussi, donc on est vraiment sur un travail continental. Et, et c'est sous cette forme-là que nous avons envie de continuer à travailler. Ah, il n'y a plus d'eau, ah bah tiens, développons l'agroécologie. Continuons à sensibiliser le grand public à l'agroécologie, à multiplication de l'obésité, enfin plutôt augmentation de l'obésité, augmentation des maladies cardiovasculaires en Tunisie, augmentation également après la pandémie de la, le taux de faim qui est plutôt faible en Tunisie, mais quand même, on commence à voir des gens qui souffrent de malnutrition et de carence en micronutriments. Ah bah tiens, travaillons sur une alimentation saine. Comment avoir une alimentation saine? Et donc, en fait, on a lié les trois axes: plaidoyer, semences, bien sûr, souveraineté alimentaire. On essaye de changer la politique agricole, on essaye d'œuvrer pour le changement d'une politique alimentaire qui sont pour nous liées. On ne peut pas parler de politique alimentaire sans parler de politique agricole. Et puis, ce plaidoyer, ensuite, on arrive à toucher des agriculteurs et des consommateurs. Ce sont nos deux cibles principales. Et puis, bien sûr, les pouvoirs publics. Et là, on a des axes de formation, d'accompagnement. Donc, quand on dit formation des agriculteurs, ben, en effet, ce sont des ateliers directs dans leur ferme avec eux, les voisins d'un agriculteur qui a été convaincu par l'agroécologie ou la permaculture, puisque nous avons, comme l'a très bien dit Anna au début, un programme qui s'appelle Plante ta ferme, qui accompagne 50 jeunes pour créer des micro-fermes en permaculture. Nous travaillons sur tout le territoire tunisien et nous terminons, c'était un programme de 4 ans. Cette année, nous sommes arrivés dans le grand sud tunisien avec de très beaux agriculteurs qui déjà plantent, mais nous, c'est vraiment un petit coup de pouce financier, technique aussi, et puis ils rentrent dans un réseau national. Donc ces permaculteurs-là, bah, en fait, ça fait des petits dans leur région, chez leurs voisins. Et là, quand on a des jeunes permaculteurs qui nous disent, bah tiens, j'ai mes voisins qui commencent à venir, je leur commence à leur donner des graines et tout, on active le plan sensibilisation, nous produisons du documentaire, on va balancer un documentaire sur les semences paysannes en langue locale, en darija tunisienne. Et nous avons le matériel qu'il faut pour projeter des films sans avoir besoin d'électricité. Et on organise une soirée, projection, un débat, on récupère des agriculteurs et ensuite les plus motivés, on arrive pour des petits ateliers de formation, enfin qui sont plutôt de la technique, hein, on est dans le pratique, hein, on est avec eux, montrer des choses très très simples, mais qui, mises bout à bout, créent un vrai impact dans la région. Et puis ensuite, les agriculteurs, ils font pas ça uniquement pour la beauté des paysages et la beauté de l'environnement et l'amour de la terre, mais ils font ça aussi pour gagner leur vie. Ils ont besoin de gagner leur vie. Donc, nous avons créé un marché, des marchés paysans, dont un surtout qui marche très bien. Et nous avons créé un label, nourriture citoyenne. Alors, ouais, on va passer, hein, moi je suis en train de parler. Alors, ça, c'est les problématiques. Allez, on va pas en parler. Alors, voilà, je mange tunisien. On revient un petit peu en arrière. Voilà. Non, voilà, c'est parfait. Je mange tunisien. Donc, je mange tunisien, bah, c'est en fait le label nourriture citoyenne. Ça a été un programme de l'AFSA
qui a été continental, qui s'appelait My Food is African. Nous, on a transformé ça en Mekelti Tunsey, je mange tunisien. Nous avons organisé un festival très sympa. Je vais mettre le lien dans le chat si vous avez envie de voir une petite vidéo du festival en mars dernier. Chaque année, nous faisons un festival. Nous parlons nourriture saine, nous parlons semences paysannes. Dans ce même festival, nous parlons agroécologie, permaculture, syntropie, tout ça. Dans ce même festival, nous invitons les pouvoirs publics et surtout, nous sommes itinérants. Nous ne faisons jamais un festival dans une même ville, ce qui pose un problème parce que tous les ans, il faut rechercher où louer l'espace, les chaises, les tables, les machins. Voilà. Mais c'est très intéressant d'avoir ce challenge tous les ans, puisque nous, notre objectif, c'est vraiment aussi de sensibiliser les gens dans les régions, enfin, tout consommateurs, producteurs, pouvoir public, et sont donc aller vers eux. C'est pas à eux de venir vers nous, c'est nous allons vers eux. Et donc, nous bougeons comme ça, de ville en ville chaque année. Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un impact. En tout cas, les gens ont tous entendu parler, soit des semences paysannes, soit du label, soit de l'association et des marchés paysans. Donc nous, c'est vraiment alimentation saine, culturellement appropriée, appuyée par une politique alimentaire favorable. Et donc, dans toute cette phrase alimentation saine, culturellement appropriée, ben, il faut aller travailler sur l'accompagnement de l'agriculteur, mais aussi l'accompagnement du consommateur. Nous avons édité un magazine, le MAG de l'ATP, donc c'est le magazine de l'agroécologie, un premier, tout premier. On a fait ce qu'on a pu, mais très sympa, avec des chercheurs qui ont accepté d'écrire dans ce magazine sur le blé, sur l'olivier, sur le caroubier. Nous avons mené une campagne de sensibilisation et plutôt de mise en lumière sur le caroubier et le sorgho qui est un aliment consommé avant en Tunisie, qui aujourd'hui est importé d'Inde et d'Égypte. Et dès qu'on on voit qu'il y a un élément, un aliment, une céréale, un fruit, un légume qui commence un petit peu à disparaître, on essaye de mettre la lumière dessus pour rappeler aux consommateurs tunisiens qu'en fait ça existe et que c'est intéressant de revenir, de retourner à la consommation de ces produits. Alors comment retourner à la consommation de ces produits? Ce sont des ateliers cuisine. On fait des workshops de cuisine aussi. Parfois, les consommateurs ont leur panier toutes les semaines au marché de l'ATP et puis bah, ils ne savent pas comment cuisiner certains légumes, ce qui est normal, enfin, ce qui n'est pas étonnant. Et on organise dans ces cas un petit atelier cuisine. Et donc ce label qui garantit en fait une production saine, qui garantit, qui est un cahier des charges, comme tous les labels système participatif de garantie, s'appelle Nourriture citoyenne. C'est une marque aujourd'hui avec un logo. Il a été déposé à l'INORPI à Tunis. Et on est très, très content puisque on évolue. Et au mois au mois d'avril, pardon, nous ouvrons notre espace dédié au label Nourriture citoyenne avec des produits issus vraiment de l'agroécologie. 100% avec un petite cafétéria aussi parce que notre objectif, c'est que ce soit à 90% traçable. Pas de sucre blanc, nous ne sommes pas producteurs. Pas de café, pas de thé, nous ne sommes pas producteurs, mais plutôt du café de date, du café d'orge, du sucre de date, enfin, de la caroube, de la poudre de caroube pour sucrer, des gâteaux faits avec la farine de blé dur, des tartes, enfin voilà. Donc là, on travaille un petit peu à la création de toutes ces recettes pour sensibiliser les consommateurs et leur dire, attention, vous savez, vous pouvez manger 100% tunisien. C'est pas si compliqué, nous avons tout. Et là, on parle de souveraineté alimentaire. Et vraiment, pour que un jour, les politiques agricoles et les politiques alimentaires changent en Tunisie, pour que nous puissions consommer une alimentation culturellement appropriée également, appuyée par une politique alimentaire. On passe la slide d'après. Voilà, donc pour les agriculteurs, quand ils signent le label, en fait, donc bien sûr, ils s'engagent à conserver les sols, à choisir des semences locales appropriées, à assurer une gestion des eaux durable, à contrôler les pesticides avoisinants, puisque bien sûr, eux acceptent de travailler proprement avec bien sûr cet accompagnement, mais les voisins, on ne sait pas trop. Donc, en général, ils essayent toujours de s'enseigner, ils doivent s'engager en tout cas à savoir qui sont leurs voisins. Gérer les déchets de la ferme, on essaye toujours d'être en circuit fermé. Et puis, bien sûr, appliquer des prix justes
pour les consommateurs, mais pour les producteurs également. On ne fait pas de politique de prix à la baisse. Il faut que ce soit le au plus juste pour l'agriculteur et le consommateur. On peut aller plus loin. Donc après, ben, nous, l'efficacité, voilà, c'est apporter du plaisir à manger des aliments tunisiens, variés, sains, puisque c'est OK, politique alimentaire, voilà, mais aussi il faut qu'on ait du plaisir à consommer ça. C'est pour ça que on travaille beaucoup sur les ateliers cuisine, on travaille beaucoup sur des festivals de cuisine. Euh, et puis, répondre à l'inflation des prix dans le contexte politique actuel, qui est vraiment pas simple en Tunisie. Tout a augmenté et on essaye, hein, c'est pas facile hein, de proposer vraiment des prix abordables pour les consommateurs. On peut aller plus loin. Et encore plus loin. Et ça, c'était la toute... on revient, voilà. Et en fait, on a commencé vraiment à travailler sur Je mange tunisien, My Food is African, là, avec le lancement d'un webinaire. Alors, le lancement c'était un événement très sympa avec projection de films. My Food is African. Et cette campagne, en fait, a été... l'AFSA a été dépassée par ce qu'ils avaient proposé, par tous les pays d'Afrique participant à ce programme. Et aujourd'hui, c'est devenu non pas un projet, mais une vraie vision, quoi. Je mange tunisien et sain pour nous. Voilà, donc je crois j'ai dû mettre une photo de notre marché hebdomadaire. Alors, on aimerait créer plusieurs marchés paysans, puisqu'on là, on est vraiment, c'est l'agriculteur qui vient et qui vend ses produits. On aimerait créer un marché paysan dans plusieurs régions. Pour l'instant, on a du mal. Notre challenge, on va dire, c'est de rentrer les agriculteurs de l'économie informelle, qui est très développée en Tunisie. Avec 90% des agriculteurs sont dans l'économie informelle, vers l'économie formelle, pour qu'ils puissent avoir une existence légale. Alors, ils ont peur de payer des taxes. Et donc, eh ben, on s'est rendu compte qu'il il fallait les former aussi à ça, former à calculer les prix, mais aussi à quelles sont les formes juridiques possibles pour un agriculteur en Tunisie. Et on est hyper content puisqu'à la suite de cette première formation, ben, les jeunes ont décidé de créer une SMSA, donc c'est un groupement agricole, 100% d'agriculteurs qui font de l'agroécologie. Ça, c'est vraiment une première. C'est une coopérative nationale et donc de jeunes. Et donc, ils pourront facturer à des restaurants, ils pourront être reconnus en tant que groupement agricole qui paye aussi ses taxes, mais qui vend aussi des produits sains. C'est très important d'être reconnu. Cette reconnaissance-là, on ne peut pas travailler toujours uniquement sous la table, quoi, cacher ou juste sortir des cajots comme ils le font devant chez eux. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que nous essayons de faire. Donc la sensibilisation, le plaidoyer, hein, politique agricole, politique alimentaire, semences paysannes, la formation, l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes pour aller vers des techniques agricoles durables, hein, l'agroécologie. Là, on est sur 12 personnes qui font de la syntropie maintenant, qui commencent et de la permaculture pour certains aussi, avec un vrai design en permaculture, avec de l'éco-construction. Enfin, il y a de très beaux projets. Et puis, bien sûr, au bout de la chaîne, la commercialisation qui passe et la valorisation de ces produits et de cette consommation saine qui passe par des collaborations avec des chefs cuisiniers, avec des influenceurs culinaires par le magazine, par des festivals, par un espace, un point de vente. Voilà, alors je vois qu'il y a déjà une question. Bah, je te laisse les prendre. Du coup, il y en a trois. Je Eh te bien oui, laisse oui, oui. Alors moi, j'en vois qu'une, le les label lire. en SPG que vous avez développé a une valeur juridique. Non, il a une valeur juridique dans le sens où nous avons déposé une marque qui s'appelle Nourriture Citoyenne avec un cahier des charges. Nous avons pour l'instant un cahier des charges pour les produits frais et nous avons un cahier des charges pour les produits transformés. Et là, nous allons créer le cahier des charges pour les produits de l'aviculture, parce que c'est encore plus compliqué. Nous continuerons avec les fromages, les produits laitiers, et nous terminerons avec le miel, parce que nous commençons à être dépassés, débordés par le miel, et il va falloir un cahier des charges également. Légalement, le ministère de l'Agriculture,
sait pas ce que ça veut dire un système participatif de garantie. Ce label, il ne sait pas ce que ça veut dire. Nous, c'est le consommateur qui compte. On veut que le consommateur, il ait cette traçabilité. Et ce label n'est valable qu'aux yeux du consommateur, avec bien sûr, personne n'a le droit d'utiliser ce logo nourriture citoyenne sans notre autorisation, puisque c'est une marque qui nous appartient et qui est vraiment liée à un cahier des charges. Donc ça, c'est pour répondre à la question que j'ai Peut-être pour vue. remonter. Quel partenariat Oui, avec les domaines de l'hôtellerie et de la restauration? il Bien faudrait sûr, remonter un petit peu. oui, la restauration et l'hôtellerie, notre problème principal, c'est de rentrer ces agriculteurs dans le formel. C'est-à-dire que on a beaucoup de restaurants et certains chefs qui nous disent, moi, ça m'intéresse de prendre ces produits-là, mais l'agriculteur ne facture pas. C'est pour ça que c'est vraiment par étapes. Donc, nous, dès qu'on s'est heurté à des problèmes, hop, on a essayé de trouver la solution. Donc là, c'est la création, le mois prochain, qui est d'ailleurs liée à la création de la boutique, qui s'appelle Je mange tunisien. Et donc, il y aura la création de ce premier groupement agricole. Et là, ils auront des commandes de restaurateurs. D'hôtellerie, je ne pense pas. Plutôt de maisons d'hôtes. Plutôt de maisons d'hôtes parce qu'on n'est pas sur de la grande quantité, vraiment pas. Plutôt maisons d'hôtes et restauration. Et il y a une Euh, question sur... Oui. Pouvez-vous dire un peu plus sur votre stratégie pour influencer la PAC, donc la politique agricole commune européenne? Alors, nous avons travaillé. Alors, nous, par exemple, dans nos partenaires financiers, c'est très important. Nous avons refusé l'Union européenne, nous avons toujours refusé l'Union européenne, qui vraiment nous met les tapis rouges pour des financements. Nous refusons. euh, Nous refusons. Pourquoi l'Union européenne? Parce qu'en fait, ils ont travaillé sur un accord de libre-échange avec la Méditerranée, avec les pays nord-africains. Et nous nous sommes battus contre cet accord de libre-échange. Donc, évidemment, on ne peut pas prendre de l'argent de chez eux. Ça, c'est déjà comme notre manière, en fait, de militer de notre côté. Et puis là, en ce moment, nous sommes en train de travailler contre la ZLECAf en Afrique. Donc ça, c'est encore un autre accord de libre-échange. Donc nous faisons partie de la campagne continentale africaine contre la ZLECAf. Voilà, donc là, on va commencer pas dans pas longtemps la campagne africaine. Et là, nous travaillons avec Grain, qui est basé en Espagne. Donc, c'est une association qui milite vraiment des semences paysannes et qui travaille contre la ZLECAf. L'AFSA, bien sûr. Et puis, le CADTM, qui est basé à Bruxelles, je crois. Aussi, qui a organisé le contre-sommet du FMI. Donc, en fait, nous, c'est plutôt ça. Nous, c'est plutôt anti-globalisation, anti-mondialisation. Même si c'est vraiment, nous sommes tout petits hein, face à ces monstres et on fait ce qu'on peut. Et Il y Rim, avait une autre question. ouais, dernière question, et après, je pense que enfin, l'idée, c'est de vous poser une question de conclusion à tous les trois. Cherchez-vous à introduire des espèces et variétés non présentes traditionnellement pour anticiper les changements à venir, donc dans un contexte de changement climatique, peut-être en 1 minute? Bah, nous, on fait des tests. On fait des tests euh, on fait des tests pour savoir ce qui peut fonctionner ici en Tunisie. Oui, nous introduisons des semences clairement en douce, hein. On n'a pas le droit. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être à vous trois, une phrase de conclusion en 1 minute. La clé du succès peut-être, et puis un besoin en coopération, ou qu'est-ce qui vous semblerait intéressant en termes de coopération si vous deviez demain échanger sur un sujet particulier, quels seraient vos besoins? Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Alpaslan. Yeah, you can go. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est assez rassurant d'entendre qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Parce qu'à Izmir, notre objectif est de réduire le risque de sécheresse et la pauvreté. Donc c'est vrai qu'on travaille main dans la main avec les coopératives et les agriculteurs. Et on veut être sûr qu'ils sont bien intégrés dans le processus de production.
Donc, c'est bien de voir comment nous pouvons travailler ensemble. Donc, c'est vraiment une bonne chose de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Thank you very much. Merci Lionel, si vous souhaitez faire une phrase de conclusion et un besoin peut-être en termes de coopération. Oui, vous m'entendez? Non, je dirais que ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu les mêmes actions de partout, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, parce que nous, on est en lien avec d'autres associations sur le territoire français. Les bourses de semences, les bourses de plants, la manière de commercialiser. Peut-être qu'il y aurait un livre blanc à écrire sur le prototypage d'un modèle qu'on pourrait généraliser de partout et qui serait le même. Et on pourrait œuvrer en commun à fédérer enfin à nous fédérer hein, tous les acteurs qui ont cette vision des choses à modéliser ces choses-là. Et c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une action que certains ont pensé, ben, la rendre faisable ailleurs parce qu'ils n'y avaient pas pensé ou parce qu'ils ne voyaient pas la solution. Je pense il faudrait se fédérer pour trouver des solutions tous ensemble, hein, puisque seul on va vite, mais ensemble on va plus fort, on va plus loin. Donc je pense que ouais, c'est une évidence, quoi. Mm. En tout cas, merci de nous avoir donné la parole et ça fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas seul, on n'est pas tout seul. Merci. Merci Rim. Oui, moi, en effet, faut se fédérer, faut être ensemble. Nous, on dit, une main ne peut pas applaudir toute seule. Bon, je fais la traduction du tunisien vers le français. Euh, et on vient de créer en novembre, on a créé le réseau tunisien pour la transition agroécologique. C'est un réseau composé de 8 associations qui nous travaillons avant tout seuls dans notre coin. Même si on se connaît, on se respecte beaucoup, on essaie de s'inviter à nos différents événements. Mais là, on est hyper heureux et fiers d'avoir co-créé ce réseau. Et justement, ce serait formidable de réussir à créer ensuite un réseau méditerranéen dans lequel il y aurait à la fois la Méditerranée du Nord et la Méditerranée du Sud, créer comme l'AFSA, qui est un réseau de réseaux africains, créer un réseau de réseaux de Méditerranée. Donc voilà, donc dans lequel il y aurait le réseau tunisien et puis un réseau sans doute en France qui existe et un autre en Turquie. Voilà. Donc oui, et puis moi j'aime beaucoup les rencontres, la formation par les pairs, des rencontres entre agriculteurs du sud de la France, de Turquie et de Tunisiens. Ça, c'est vraiment de très belles choses à initier, quoi. Puisque moi, je dis toujours, les meilleurs chercheurs, ce sont les agriculteurs. C'est pas vrai, c'est pas les chercheurs qui sont... C'est très bien les chercheurs, on en a besoin aussi. On travaille avec eux aussi. Mais ce sont les meilleures personnes qui expérimentent et qui recherchent. Et merci à tous les trois en tout cas pour vos interventions. Merci également aux participants qui ont posé des questions. Rapidement, donc vous verrez donc toutes ces vidéos, ces webinaires sont disponibles sur notre chaîne. On fera aussi nous un livrable avec les paroles d'acteurs qu'on aura écoutées sur ces 6 mois de webinaires sur des différents territoires de Méditerranée. Donc on fera ressortir cette idée de réseau. Après, bon, à voir qui s'en saisit. Euh, on reste en contact, effectivement. Donc, il y aura le prochain webinaire sur les opportunités de marché pour les producteurs locaux le 17 avril prochain. On essaiera de faire pour que le lien soit le bon. N'hésitez pas à échanger vos contacts aussi. Et si vous avez besoin qu'on vous les échange, on peut faire le rôle d'intermédiaire si besoin. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour d'éventuels contacts avec les financeurs. Dans la mesure du possible, on pourra peut-être vous relayer des contacts intéressants. Et je pense que c'est tout. Merci à nos interprètes aussi qui ont su se débrouiller avec ce langage technique. Et puis, très bonne fin de journée à toutes et tous. Et puis peut-être rendez-vous au prochain webinaire le 17 avril prochain. Merci beaucoup.